Merci. Alors merci, effectivement, je l'ai dit déjà hier. Vous m'entendez bien là quand je parle? Je dois dire que je ne m'attendais pas à avoir tellement de monde. Donc merci d'abord d'être là. Et puis merci à Mathilde pour l'organisation. Et puis effectivement à Sébastien, c'est par toi que la connexion s'est faite. Et donc nous sommes là ce soir pour parler des mots. Alors je ne suis pas linguiste professionnel, mais je suis philosophe, même si j'ai toujours du mal à utiliser cette dénomination parce que je j'aime pas trop les gens qui disent en tant que géographe, en tant que philosophe, en tant que. Mais on va parler effectivement, on va prendre un angle d'attaque un peu philosophique pour parler de l'aspect, je dirais, performatif des mots, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand je dis quelque chose, est-ce que ça a un effet ou est-ce que ça n'a pas d'effet, et en tout cas quel est l'effet que ça a ou que ça n'a pas. Et effectivement, comme tu le disais, on va rentrer dans des choses assez paradoxales. Alors vu que je suis un gros bavard, je vais vraiment me garder d'improviser. J'ai donc écrit cette conférence, mais je vais essayer de la rendre la plus dynamique possible pour que ça ne fasse pas lu et pénible, évidemment. Pour vous donner des repères, parce que je sais que ça peut aider aussi, ça va durer, je pense, 30 ou 40 minutes. On aura un moment ensuite, éventuellement, pour échanger un peu, et puis après, pour boire des coups, si j'ai bien compris. Je précise qu'on m'a collé du vin de la région un peu de force. C'est pas moi qui ai fait une demande de faire toutes mes conférences avec une bouteille de pinard, mais j'en prendrai peut-être une goutte au fil de la conférence. Donc, allons-y. Bonjour, bande d'enfoirés. Avant toute chose, je tiens bien à préciser que cette conférence s'adresse également aux femmes. Ok. Alors, j'arrête. Ouais, c'est bizarre, hein, c'est bizarre. Alors, comme vous l'aurez compris, je viens volontairement de commencer cette conférence dans le but de battre le record du monde de maladresse d'introduction de conférence, voire le record du monde d'obscénité, puisqu'il s'agit du thème de cette 8e édition, donc rabelaisienne, des nourritures élémentaires, et qu'on m'a demandé de parler ou de rebondir sur cette notion d'obscénité. Mais cette introduction volontairement obscène, ou du moins volontairement un peu déplacée à côté de la plaque, a ceci de paradoxal que son obscénité ne réside pas du tout dans l'utilisation du mot obscène enfoiré, mais au contraire dans la partie qui ne contient aucun mot réputé obscène ou réputé déplacé, qui est la bienveillance. Voilà. Je vous propose de revoir la scène au ralenti. Bonjour, bande d'enfoirés. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette conférence s'adresse également aux femmes. Okay. Donc là, on a posé les deux choses. Alors, paradoxe. Un paradoxe, c'est étymologiquement le paradoxa, c'est-à-dire ce qui est contraire à l'opinion commune, c'est-à-dire contraire à ce que nous avons tous plus ou moins en tête lorsque nous ne pensons pas vraiment. Paradoxe, je vous ai collectivement insulté en vous traitant d'enfoiré, et non seulement vous n'avez pas réagi, mais même ça vous a fait rire. C'est quand même pas, voilà, quand même surprenant. Ça vous a même fait rigoler. Paradoxe, j'ai poliment et cordialement souligné avec bienveillance, pour utiliser un mot à la mode, c'est-à-dire un mot totalement vidé de son sens, que ma conférence était également destinée aux femmes, et voilà que ça diffuse dans toute la salle une forme de malaise généralisé. Paradoxe, on ne peut faire autrement que constater ce paradoxe étonnant de ce début de conférence que vous avez compris qui était volontairement un peu ridicule. Mais la question, donc c'est incontestable, on constate ce paradoxe. La question que je voudrais poser maintenant, c'est comment se fait-il qu'un propos obscène et insultant puisse produire un effet de rigolade ou de sympathie, ou en tout cas d'indifférence, alors même qu'un propos policé, inclusif, réputé bienveillant, puisse être en fait ressenti comme une forme de malveillance. C'est en fait le cœur de ce que j'aimerais développer ensemble ce soir. Alors pour répondre à cette question, je vais m'inspirer des travaux d'une philosophe américaine qui s'appelle Judith Butler, dont j'ai pris ici la photo.
Judith Butler, et en particulier d'un livre qui m'avait particulièrement intéressé, qui s'appelle Le pouvoir des mots, politique du performatif. Alors dans ce livre, Butler s'interroge sur ce qui fait qu'un mot, qu'une phrase, qu'un propos ou qu'une situation peut devenir ou non insultante, c'est-à-dire à quel point une parole est capable en fait d'avoir un effet réel et très concret, par exemple un effet agressif sur telle ou telle personne qui l'entend et qui en est destinataire. La réponse de Butler consiste à dire que le pouvoir performatif, l'efficacité des mots, c'est-à-dire l'efficacité sur le réel des mots, d'une insulte par exemple, relève toujours d'un contexte et non pas du mot lui-même. Alors on le sent intuitivement, hein, on sent bien que enfoirer ça convoque un contexte particulier, cette espèce de bienveillance mièvre à l'égard des femmes convoque un autre contexte. Alors on va essayer d'expliquer maintenant plus en détail. Alors j'ai pour ma part mes deux filles, Anna et Jeanne, qui sont franco-allemandes, ce qui explique également qu'elles soient blondes. Alors, j'ai mis ici une photo de blonde, c'est pas mes filles, hein, je vous rassure. C'est Paris Hilton et une de ses copines que je n'ai personnellement pas identifiées. Et donc, voilà, mais c'était pour illustrer en fait la présence distante et indirecte de mes deux filles. Alors, s'il me venait à l'idée de vouloir les insulter, ce que j'essaye en général d'éviter, mais bon, parfois on peut s'engueuler dans les familles, je pourrais par exemple leur dire, donc à mes deux filles blondes franco-allemandes, je pourrais leur dire « espèce de blonde ». Okay. Je pourrais aussi leur dire « espèce d'allemande » ou « espèce de juive ». Bon, là, ça ne fait plus rigoler du tout. Alors, on va décliner maintenant « espèce de blonde »,« espèce d'allemande »,« espèce de juive ». Ces trois formules qui se voudraient agressives ou insultantes ont, d'un point de vue strictement grammatical, une équivalence, c'est-à-dire elles sont comparables et équivalentes. Il s'agit à chaque fois de la formule « espèce de » avec un nom derrière, c'est-à-dire a priori, il n'est ni mieux ni moins bien d'être blond, juif ou allemand, ou éventuellement deux ou les trois à la fois, ou aucun. C'est-à-dire qu'a priori, il n'y aurait pas de distinction entre ces trois formulations, sauf qu'on comprend bien, évidemment, qu'il y a au contraire une vraie différence entre ces trois formules, c'est-à-dire un pouvoir d'agression et d'insulte qui n'est pas le même. Lorsque je traite quelqu'un de blonde, je convoque un contexte qui est essentiellement celui des blagues un peu idiotes sur les blondes, qui part du principe que les blondes seraient réputées plus stupides que les brunes. Okay. Alors, je ne peux pas, c'est une parenthèse, et à chaque fois, en écrivant la conférence, je me suis dit, non, tu ne vas pas raconter l'histoire de blondes, je peux pas, mais en même temps, je ne peux pas m'en empêcher. C'est deux blondes qui sont dans une voiture, comme ça, il y en a une qui dit « Oh, regarde, des chevals !» Et l'autre, elle dit « Non, c'est des chevaux. » Elle dit « Ah, pourtant, ça ressemble vachement. » Ok. Bon, je reprends le cours de mon propos. Donc, ce genre de blague, par exemple, qui part du principe que les blondes seraient des idiotes, ce qui évidemment n'a pas grand sens, et que les brunes seraient moins idiotes. Bon, on se rend bien compte que ça n'a pas grand sens. Par conséquent, étant donné le caractère un peu anecdotique du contexte, les blagues de blondes, les blagues de bistrot, quoi, le contexte qui est convoqué par cette insulte, espèce de blonde, cette insulte est finalement peu performative. Voilà. Elle a même tendance, en fait, à ridiculiser celui qui l'utilise, au lieu de véritablement blesser celui ou celle, en l'occurrence, qui la subirait. Notons au passage qu'il s'agit d'un nouveau paradoxe, c'est-à-dire qu'on peut se ridiculiser et se rabaisser soi-même en voulant ridiculiser et rabaisser l'autre, ce qui est assez, là aussi, paradoxal. Si je dis espèce d'allemande, nous passons à un autre contexte et donc à un autre niveau d'insulte et d'agressivité. D'abord, en tant que Français, je convoque un sous-entendu de contexte historique, d'un conflit armé entre la France et l'Allemagne. Je convoque aussi tous les stéréotypes que l'on peut parfois coller sur la tête de nos chers amis allemands, et notamment, évidemment, toutes les horreurs et les erreurs de la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, je souligne, ce qui est encore différent, dans un contexte familial franco-allemand, je vais souligner, pour mes filles, le fait que je rejetterai une partie de leur identité, leur maman, etc. Ce qui, là, du coup, pour le coup, dans un cadre non pas historique et social et politique, mais dans un cadre familial, est également extrêmement violent. Et donc, évidemment, c'est pour ça que j'évite de le faire.
Enfin, la formule espèce de juive, bien qu'équivalente grammaticalement, prend encore une autre dimension. En effet, une insulte à caractère antisémite va immédiatement convoquer un contexte extrêmement chargé historiquement, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, c'est-à-dire évidemment, principalement celui de l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors pour mes deux filles, là aussi, le contexte est différent, puisque il se trouve que mes filles ne sont pas juives, et cette insulte prendrait un caractère un peu absurde et démuni de sens, puisqu'elles ne sont pas de confession juive, mais provoquerait néanmoins une espèce de forme de malaise, justement, par un contexte absurde et de non-sens de cette insulte. Évidemment, pour quelqu'un qui serait effectivement de confession juive, une telle insulte, étant donné le contexte qu'elle mobilise, s'apparente en vérité à une forme de menace de mort. Alors, à partir de cette réflexion et de ces exemples, où on comprend qu'on rentre dans le paradoxe du langage, on a l'impression de dire la même chose, mais les choses se retournent parce que ça convoque évidemment un au-delà du langage. À partir de cette réflexion sur le contexte des propos racistes, antisémites, misogynes, discriminatoires, quelle que soit leur nature, Judith Butler s'interroge sur la façon dont nous pouvons combattre ce type d'insultes et d'agressions. Alors, spontanément, et on va rentrer maintenant dans l'aspect problématique de tout cela, on aurait envie de dire, faisons un procès, condamnons les imbéciles, racistes, misogynes, homophobes, donnons-leur des amendes, mettons-les en prison, etc. Soit, ok. Mais Judith Butler, qu'on peut difficilement soupçonner de vouloir protéger ce type d'hurluberlu, puisqu'elle est, au contraire, je ne sais pas si vous connaissez Judith Butler, mais c'est une philosophe qui est très engagée dans la défense des droits LGBT, notamment transgenres, et puis également spécialiste des questions de racisme, évidemment pas pour être raciste, mais pour combattre le racisme. Donc Judith Butler souligne un nouveau paradoxe et un nouveau problème. En effet, elle étudie dans son ouvrage plusieurs cas de procès en diffamation pour insultes de type raciste, sexiste et homophobe. Et bien qu'elle puisse évidemment en théorie se réjouir, comme moi, d'une éventuelle condamnation d'un ou d'une raciste, d'un sexiste, d'un homophobe, elle souligne que ces procès sont des solutions parfois imparfaites, voire éventuellement contre-productives. En effet, ces procès vont souvent donner lieu à une mise en scène institutionnelle qui est évidemment légitime, évidemment pourquoi pas nécessaire, mais aussi problématique. Alors ça, c'est problématique, pourquoi ? Eh bien d'abord parce que cela va inévitablement mener à tenir dans un cadre très formel et officiel d'un tribunal des propos relativement en fait absurdes. Les juges vont être obligés de réaffirmer des choses telles que « non, les Noirs ne sont pas des singes » ou « non, les femmes ne sont pas des putes ». C'est-à-dire des choses tellement évidentes que cela devient absurde et ridiculise le tribunal lui-même, ce qui est un premier problème. On convoque une institution qui se veut a priori sérieuse et légitime, sauf qu'on l'amène à tenir des propos qui en fait ont quelque chose de ridicule tellement ils sont évidents. Deuxième problème, la répétition de ces propos absurdes mène en fait à répéter l'insulte, de surcroît dans un cadre public et institutionnel, et généralement en présence de la personne qui en a été victime, alors même que, rappelons-le, elle est a priori au tribunal pour effacer l'insulte et non pas pour la répéter en boucle devant 50 personnes et devant un jury et un tribunal. Troisième problème, qui est peut-être le plus paradoxal, ce type de procès, même s'il débouche sur la condamnation des insultes, va aussi involontairement en consolider le contexte même. Or, on a bien vu que c'est le contexte qui fait la force de l'insulte. Donc, va consolider paradoxalement le caractère performatif d'une insulte. En effet, si un jugement, je reprends mon exemple de tout à l'heure, établi par un tribunal affirme par exemple que traiter quelqu'un de blonde va être passible de 3 ans de prison, eh bien la prochaine fois que quelqu'un va traiter quelqu'un de blonde, ça ne fera plus référence au contexte des blagues de blonde qu'on peut éventuellement tenir en fin de soirée avec des copains, mais cela fera référence au fameux procès des blagues de blonde qui a mené à la condamnation à 3 ans de prison de son auteur. Donc celui qui va dire « espèce de blonde »
va opérer une transgression beaucoup plus importante qu'avant le procès qui aura condamné à 3 ans de prison pour insulte contre les blondes. À ce moment-là de la conférence, je tiens à dire quelque chose qui va vous aider à comprendre. Caca, boudin. Voilà. Voilà. Et ça, j'espère que ça clarifie les choses. Et oui, ça fonctionne exactement de la même manière que quand vous étiez petit et que vos parents vous interdisaient de dire caca, boudin. C'est-à-dire que tout de suite, ça donne au mot caca, boudin un contexte de choc émotionnel pour vos parents qui vous donnait forcément envie d'utiliser ou de vous méfier, mais de quand même transgresser et d'utiliser le mot caca-boudin. Contrairement au mot otorino-laryngologiste, qui lui n'est pas terrible, question transgression et insulte, ouais, espèce d'otorino-laryngologiste. Voilà. Là, ça tombe relativement à plat. Pourquoi? Eh bien, parce que le contexte de l'insulte contre les otorino-laryngologistes, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, eh bien, en fait, est nul. C'est-à-dire, il n'y a pas de contexte d'insulte d'otorino-laryngologistes. On n'a jamais fait de blagues sur les otorino-laryngologistes. On n'a jamais essayé d'exterminer les otorino-laryngologistes. Donc, quand je vous traite d'otorino-laryngologiste, cette insulte est carrément nulle et non avenue. OK. Alors la question qui se pose maintenant, sur la base de ces différents paradoxes qu'on a soulignés, est de savoir quel est le bon moyen, si ce n'est pas le procès, et encore une fois, pas d'ambiguïté, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas faire de procès, qu'il faut sortir tout ça et laisser faire, ce n'est pas mon propos, mais c'est dire est-ce que c'est vraiment efficace, est-ce que c'est le moyen le plus efficace? Pas forcément, ça peut même être contre-productif. Alors quel est le meilleur moyen de combattre l'insulte, l'obscénité, si évidemment on veut la combattre, je sais qu'ici on en fait un peu l'éloge, mais enfin bon, voilà. En tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça? Alors, réponse en image, avec ma 3e image ici. Voilà, alors, ce monsieur, alors j'y vais, vous avez compris qu'il y a dans ma... Je me méfie aujourd'hui parce que parfois c'est un peu chaud. Vous avez compris qu'il y a parfois du second degré dans ma conférence. D'accord, vous ne prenez pas tout au premier degré, d'accord. Donc ce monsieur est un gros PD, c'est une tapette, une tarlouse, un malade, un anormal et un dégénéré. D'accord? Voilà, ça se voit d'ailleurs, hein. Vous voyez la touche qu'il a. Alors évidemment, vous avez compris que c'est pas vraiment, mais en même temps si, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais si je me permets d'utiliser des mots aussi ouvertement obscènes, vulgaires, voire insultants, c'est parce que ce monsieur les utilise lui-même ouvertement pour se qualifier lui-même. En effet, je vous présente donc Queer Nyaman, d'accord? Queer du mouvement queer et Aman comme donc le Kunyaman, hein, breton. Vous avez compris qu'avec un nom pareil, j'ai beau être né à Colmar en Alsace, j'ai quelques origines bretonnes. Donc voici Queer Nyaman, je ne l'ai pas inventé, hein, c'est un performeur que je ne connais pas très bien mais que j'ai trouvé, qui a eu l'audace de mélanger donc le costume traditionnel bigoudin, le kunyaman breton, et donc le travestissement queer, et d'où son nom de scène en forme de jeu de mots, Queer Nyaman. Or, le mot, pourquoi je prends cette image, et pourquoi je prends surtout le nom de ce personnage, eh bien parce que le mot queer, Q-U-2-E-R, précisément en anglais, signifie exactement tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire PD, tapette, anormal, malade, dégénéré, etc. La stratégie queer est celle que défend Judith Butler et c'est celle que défend évidemment Queer Nyaman et que j'ai aussi envie de défendre ici, c'est-à-dire, en particulier si nous nous exprimons ici sous le signe de Rabelais, car nous pouvons presque dire que Rabelais a quelque chose de queer. Rabelais est parfois obscène lui-même, pour souligner parfois l'obscénité des autres. Il est parfois grossier pour dire des choses très fines, il est parfois très fin pour dire des choses volontairement et ouvertement grossières. Et c'est bien le cœur de la stratégie queer. Nous avons vu que dénoncer l'insulte pouvait en fait conduire paradoxalement à redire l'insulte et même à renforcer le contexte de l'insulte, donc à renforcer l'insulte. Partant de ce principe, l'esprit queer va avoir recours, en fait, au processus inverse et à sa contraposée, à savoir faire l'éloge de l'insulte qui va priver l'insulte de sa force performative et la neutraliser. L'homosexuel qui se qualifie lui-même de gros PD,
le travesti qui va se qualifier lui-même de dégénéré ou de malade ou d'anormal, la personne noire qui va se qualifier elle-même de négro ou de nègre. Tout cela vont contribuer à rejouer les insultes dont ils sont habituellement victimes dans un contexte différent. Or, comme nous l'avons démontré, c'est justement le contexte qui fait la force performative de l'insulte. En rejouant l'insulte dans un contexte démuni d'agressivité, ou même dans un contexte humoristique, sympathique, avec de l'autodérision, je vais priver l'insulte de son caractère performatif et donc de sa valeur agressive. Ou pour le dire avec les mots de Judith Butler, il y a des répétitions dans le langage qui peuvent créer des changements. Une répétition dans le langage qui impose le changement, et j'ai ajouté moi-même, plutôt qu'un changement dans le langage qui éventuellement va imposer une répétition. C'est ce que nous avons constaté dans la première phrase de ma conférence, le fait que Coluche ait répété tous les jours sur Europe 1, alors ce n'est pas le seul contexte, mais enfin quand même, effectivement, c'est lui qui a initié ça. Le fait que Coluche nous traite tous et traite ses auditeurs avec sympathie de « salut bande d'enfoirés », d'une manière manifestement amicale, a vidé cette insulte homophobe de sa force d'agression et en a fait paradoxalement un signe de ralliement, de complicité et d'amitié. Tu évoquais mes étudiants en expérience terrain, donc j'étais hier au Resto du Cœur de Vannes, où j'ai vu un étudiant qui était effectivement avec le portrait de Coluche, et c'était marqué « Salut bande d'enfoirés ». C'est-à-dire qu'au milieu du Resto du Cœur, qui n'est pas franchement une structure qui insulte les gens et qui les méprise, qui est plutôt accueillante et qui leur donne de quoi se nourrir, il y avait cette insulte qui saluait tout le monde comme « Salut bande d'enfoirés », comme je l'ai fait tout à l'heure. Alors même qu'il y a parfois des changements qui peuvent paradoxalement créer des répétitions. Et là, c'est ce que nous avons constaté dans la deuxième phrase de cette conférence. Lorsque j'ai inhabituellement souligné le fait que les femmes étaient également les bienvenues dans cette conférence, j'espère, mesdames, que vous avez apprécié cette attention à votre égard, hein. Lorsque j'ai surjoué et suraffirmé l'inclusion des femmes, eh bien, j'ai paradoxalement répété le fait que toute l'histoire de la philosophie, à de rares exceptions près, est quand même essentiellement dominée par des hommes. J'ai également souligné, sans le dire, ma position de mâle dominant, hein, philosophe conférencier qui, dans ma grande générosité, m'adresse également quand même à la marge aux femmes. Voilà. Alors, la répétition change, alors que le changement répète, et je vais le démontrer d'une autre manière, avec un exemple, là, pour le coup, entre parenthèses, mais qui va être une parenthèse très concrète. Tu évoquais le fait que je fais du vélo et que j'écris sur le cyclisme. Et effectivement, j'écris depuis près de 10 ans dans un magazine de cyclisme longue distance, que peut-être certains connaissent, qui s'appelle 200, et que je vous recommande de lire, même si vous n'êtes pas adepte du cyclisme. Ce magazine était sous-titré à sa création « Le vélo de route autrement ». Et il faut bien admettre que le cyclisme dont nous parlons et la manière dont nous en parlons diffèrent pour le moins des autres magazines de vélo dont l'obsession est surtout la compétition, la performance, l'entraînement et la technologie. Nous, on est plutôt chez 200 dans la longue, voire très longue distance. Hein. C'est 200 pour 200 km par jour. Donc ça vous donne un peu l'idée. On considère que c'est le minimum pour faire une vraie sortie à vélo. Rassurez-vous, on ne fait pas que des sorties de 200, on en fait aussi de 300, 400, 500, 600. Et voilà, et parfois 80 quand on est fatigué. Et puisque nous sommes autrement, nous aimons bien les changements. Voilà. Alors c'est la raison pour laquelle nous sommes, à ma connaissance, et je vais vous montrer maintenant le visuel, le seul magazine de vélo à avoir fait sa couverture, alors accrochez-vous, en écriture inclusive. Eh ouais. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons ici, alors donc, vous avez compris à mon ton un peu ironique, que c'est pas moi qui ai pris la décision, c'est la rédaction qui a décidé de faire ça. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, je vous explique, nous avons ici deux personnes qui sont manifestement des femmes et des cyclistes, et sur cette photo de couverture, un titre, tous en piste. Voilà. Alors oui, l'écriture inclusive, c'est, à mon sens, un peu moche. Hein, c'est un peu illisible aussi. Ça a quand même un vrai problème, c'est que comme vous venez de le remarquer, on ne peut pas prononcer ce qu'on veut dire. C'est-à-dire, si on veut lire son écriture inclusive et être inclusive, en fait, ça donne tout ce que c'est.
et ça ne veut pas dire grand-chose du coup. Mais on ne va pas polémiquer là-dessus parce qu'on s'en fout complètement. C'est pas du tout notre question ici. C'est un peu illisible et un peu totalement imprononçable. Mais la seule question qui m'intéresse vraiment, parce que c'est ça qui est le plus important, c'est de savoir si l'écriture inclusive est vraiment inclusive. C'est-à-dire si l'effet performatif de l'écriture inclusive correspond bien ou non à son intention inclusive qui est affichée. Alors évidemment, après tout ce qu'on vient d'expliquer précédemment, vous comprenez que ma réponse est plutôt non. Cette couverture démonstrativement inclusive ressemble un peu à s'y méprendre à mon introduction volontairement maladroite qui prétendait inclure les femmes dans cette conférence. Nous avons en effet ici un magazine de vélo, il faut quand même rappeler le contexte des magazines de vélo, hein. Donc consacré à un sport traditionnellement ultra masculin. On était sur le départ du Paris-Brest-Paris il y a quelques semaines, le taux de femmes c'est moins de 5%. D'accord ? Vous allez sur n'importe quelle activité de cyclisme, vous avez vraiment, les femmes se comptent sur les doigts de la main, et vous avez quasiment personne. Elles sont les bienvenues, mais de fait, bon, elles sont rarement là. Avec une rédaction composée chez 200 exclusivement de mecs. Voilà. Il y avait une fille. Voilà. Elle n'est plus là maintenant. Voilà. Qui raconte des histoires le plus souvent masculines. Alors en l'occurrence, on ne l'a pas virée. Hein. Elle a un peu déconné. Et nous on n'a pas. C'est pas nous qui l'avons virée. Mais en tout cas, nous avons un magazine donc d'un sport très masculin dans une rédaction extrêmement masculine avec une esthétique habituellement très masculine qui surjoue soudain l'inclusion des femmes jusqu'à la caricature. Cette couverture, à mon sens, loin d'inclure les femmes, a tendance à répéter l'exclusion en soulignant le fait que l'inclusion a quelque chose d'absolument incroyable. Notons par ailleurs que cette couverture a été, et là aussi paradoxalement, a été une formidable occasion pour tous les grincheux misogynes bien réacs de redire sur les réseaux sociaux, en long et en large, leur misogynie grincheuse, ce qui là aussi pose problème. Mais puisque 200 est tout de même un magazine formidable, les gars de la rédaction ont accepté de me fournir pour les besoins de cette conférence une autre version de cette couverture. En l'occurrence, exactement la même couverture, mais avec un titre non inclusif, tous en piste. Et nous voyons ici, il me semble, de façon assez éclatante, se vérifier ce que nous disions tout à l'heure, à savoir que le changement de l'écriture réputée inclusive répète l'exclusion, alors que la répétition d'une écriture réputée non inclusive, tous en piste, on utilise le masculin, d'accord, mais dans un contexte inhabituel. Pardon ? Alors oui, voilà, c'est néanmoins le fameux masculin qui prédomine, etc. Voilà, mais évidemment, on peut le voir comme neutre. Et c'est justement le fait de le mettre dans un contexte inhabituel de la couverture d'un magazine de vélo, donc le magazine de mecs, mais avec des photos de femmes à vélo, qui va changer pour le coup la perception qu'on peut avoir du mot « tous », qui ne devient pas, et vous avez raison de le souligner, qui n'est plus du coup masculin, même s'il est masculin, mais qui est vidé de son caractère masculin et qui devient une forme de neutre, ou en tout cas un tous qui est manifestement adressé aux hommes et aux femmes, puisque là on parle de deux femmes. Nous comprenons donc ici à quel point le mot tous a beau être masculin, il inclut aussi manifestement les femmes. Alors pour aller doucement vers la conclusion de mon propos, j'aimerais revenir à la fois sur Rabelais et sur la thématique de l'obscène. Alors je ne suis pas du tout un grand connaisseur de Rabelais et je ne vais surtout pas jouer à ça, mais j'ai quand même un petit texte qui moi m'amuse beaucoup chez Rabelais et que j'ai depuis longtemps dans ma bibliothèque. Et donc je vous en lis quelques lignes et je le commente tout à l'heure. Alors c'est là, ouais. Donc cet extrait des Pantagruélines prognostications, que certains connaissent peut-être. Alors, c'est la rubrique « Les maladies de cette année ». Cette année, les aveugles ne verront que bien peu. Les sourds entendront assez mal, les muets ne parleront guère, les riches se porteront un peu mieux que les pauvres, et les gens en bonne santé mieux que les gens malades. Plusieurs moutons, bœufs, pourceaux, oisons, poulets et canards mourront, mais une si cruelle mortalité ne sévira pas parmi les singes et les dromadaires.
Vieillesse sera incurable cette année à cause des années passées. Ceux qui seront pleurétiques auront grand mal aux côtes, ceux qui auront un flux de ventre iront souvent à la selle percée, les catarrhes descendront cette année du cerveau jusqu'aux membres inférieurs, le mal des yeux sera fort contraire à la bonne vue. Ouais. En Gascogne, les oreilles seront courtes et rares, plus que de coutume, et quasi universellement régnera une maladie bien horrible et redoutable. Maligne, perverse, épouvantable et effrayante, laquelle rendra le monde bien terrifié sous son influence. Plusieurs ne sauront de quel bois faire flèche, et bien souvent essayeront de s'en tirer en rêvassant. En tirant des plans sur la pierre philosophale et sur les oreilles de Midas, je tremble de peur quand j'y pense, car je vous dis que cette maladie sera épidémale, et Averroès l'appelle le manque d'argent. Alors, ça me semblait important de lire ce texte. Dans ce texte, comme à son habitude, Rabelais s'amuse du langage, et vu que c'est notre thématique aujourd'hui, alors il fait des pronostications, c'est-à-dire des prédictions sur l'avenir, pour se moquer de ceux qui en font, manifestement, les astrologues, les devins, etc. Il dit des banalités tellement banales qu'elles en deviennent extraordinaires, en l'occurrence extraordinairement drôles. Il décrit avec ironie le manque d'argent comme une maladie fatale qui nous fait ainsi entrevoir qu'il y aurait peut-être quand même d'autres raisons au manque d'argent. Rabelais ne dit jamais exactement ce qu'il veut dire, et c'est bien pour cela que nous le comprenons. En étant malin, rusé, ironique et subtil, Rabelais s'adresse toujours en fait à notre intelligence, à notre cœur, à notre cerveau et à notre humanité. Et c'est pour cette raison que j'avais envie de vous lire cet extrait. Mais c'est aussi pour une autre raison. Les pantagruélines pronostications sont des fausses prédictions loufoques. Rabelais, ici, se met en scène dans l'interprétation comique des bons et des mauvais augures. Or, il se trouve, comme vous le savez peut-être, et on l'évoquait déjà dans la conférence précédente, je pense que certains y étaient, il se trouve que le mauvais augure, eh bien, c'est justement la racine étymologique du mot obscène. L'obscène, c'est ce qui est de mauvais augure. L'obscène, c'est aussi, on le sait, le fait de tout montrer, ne rien cacher, n'avoir aucun secret. Montrer sa bite en public, par exemple, c'est assez obscène. D'accord, je tenais à le dire pour éviter que, du coup, voilà, pour éviter des malentendus, c'est préventif. Étaler ses sentiments de façon systématique et sans limite à quelque chose d'obscène. Étaler sa sexualité à quelque chose d'obscène. D'accord. J'aimerais donc conclure ici sur une question. Qu'est-ce qui serait de mauvais augure pour notre avenir ? Peut-être l'avènement d'une société obscène, effectivement. Non pas au sens où elle utiliserait des mots obscènes ou grossiers, mais au sens où elle dirait toujours tout de manière démonstrative et prétendument transparente. Une société obscène et de mauvais augure, c'est une société qui ne laisse plus la moindre trace ni à la pensée, ni au secret, ni au mystère, ni à l'ambiguïté, ni au silence. Une société obscène et de mauvais augure, c'est une société où le langage dirait toujours et exclusivement ce qu'il veut dire de façon fonctionnelle et mécanique et rien d'autre. Tu aimes les frites ? Ouais. Tu veux des frites ? Ouais. C'est 5 €. Enjoy. Fais-toi plaisir. Et je m'adresse ici également aux femmes. Car je veux bien souligner que je suis féministe. Vous l'avez bien entendu. Hein ? Ok, merci. Une société obscène et de mauvais augure, c'est une société où toute œuvre d'art, toute pensée, toute action politique devrait systématiquement, avant même d'exister, pouvoir être classée dans une petite catégorie simpliste, binaire, rassurante. Cette conférence est-elle de droite ou de gauche ? Hein ? Est-ce que ce chanteur est misogyne ou féministe ? Déjà, on aimerait bien qu'il chante,
par exemple. Mais bon. Ce cinéaste est-il progressiste ou réactionnaire, hein, pour savoir si je vais voir ses films ou pas? Une société obscène et de mauvais augure, c'est une société où tout est déjà dit et pensé à l'avance, où les œuvres littéraires, philosophiques, artistiques, cinématographiques, mais aussi les actions politiques se soumettraient elles-mêmes au diktat du fantasme de transparence absolue. Dans le film récent Oppenheimer, nous sommes allés voir avec ma chérie et on est parti au bout d'1 heure et demie, quand Oppenheimer prononce le mot « bombe », un bruit d'explosion se fait entendre sur la bande-son et des explosions en images de synthèse apparaissent à l'écran, au cas où on ne se souviendrait plus de ce que c'est une bombe. Hein? Puis plus tard, Oppenheimer, il est angoissé. Alors apparaît en fond sonore une musique angoissante. Eh oui. Et l'image elle-même se met à trembler d'une manière angoissante. Et oui, et Oppenheimer lui-même finit par dire « Je suis angoissé ». J'en ai donc déduit qu'il s'agissait d'une scène angoissante. Ouais. Et là, on est parti. Encore un petit peu d'émental sur votre raclette. C'est la formule de notre ingé son quand on a fait un montage son absolument volontairement kitsch. C'était son expression. Encore un peu d'émental sur votre raclette. Ça correspond, je crois, parfois à ce qu'on nous donne à voir en purée visuelle et auditive. Je cite, « On fait défiler les ouvriers de la Roure devant un Van Gogh, un Cézanne et un Chromo. Ils votent naturellement pour le Chromo. Voilà la vérité du peuple. On boucle solidement dans un camp de concentration les candidats Cézanne, les candidats Van Gogh, tous les grands non-conformistes, et l'on alimente en Chromo un bétail soumis. » C'est ce qu'écrivait Antoine de Saint-Exupéry dans sa magnifique lettre au général X, il y a déjà maintenant 70 ans, je crois. Une société obscène et de mauvais augure, c'est une société qui ne tolère plus le silence, le vide, l'absence. Elle veut le bruit, le trop-plein, l'omniprésence et l'explication et le sous-titre permanent. Une société obscène et de mauvais augure, c'est une société qui ne veut plus penser, mais qui veut sans cesse étaler des opinions et son bavardage. Une société obscène et de mauvais augure, c'est une société qui ne veut plus poser de questions, mais qui réclame exclusivement des réponses. Une société obscène et de mauvais augure, c'est surtout une société, et je terminerai là-dessus, qui ne veut plus chercher. Dans son texte sur la mort de Dieu chez Nietzsche, dans Ces chemins qui ne mènent nulle part, Heidegger écrivait, je cite, « Ils ne sont plus capables de chercher parce qu'ils ne sont plus capables de penser. Les voyous publics ont aboli la pensée et mis à sa place le bavardage, ce bavardage qui flaire le nihilisme partout où il sent son bavardage en danger. » Et je vous remercie donc de votre attention, bande d'enfoirés. Merci. Alors, j'en profite. Là, je vous nargue aussi. Donc, il y a une dégustation qui est prévue, comme absolument sur tous les événements de ce festival, si j'ai bien compris. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques. En tout cas, merci de votre attention. Ouais, on sent que la priorité, c'est d'aller picoler. Ouais. Oui. C'est pas une question, mais je vous remercie d'avoir mis le doigt sur des choses qui me gênent dans l'écriture inclusive et que j'arrivais pas du tout à comprendre. Voilà, merci. Ouais. Ouais, de rien. Et oui, non, mais je comprends la remarque. C'est vrai qu'on n'arrive pas. Et évidemment, on est très embêté parce que on est coincé, grosso modo, entre les idéologues de l'écriture inclusive qui pensent là aussi, quand je termine sur le fait de chercher, moi je cherche
à comment être plus inclusif, pas seulement pour les femmes, mais pour les hommes, les pauvres, les riches, les vieux, etc. C'est très compliqué. Et là, on est avec des gens qui ont trouvé la solution. Ils savent, on va juste rajouter un S, un machin, un E quelque part, et ça y est, on est débarrassé, quoi. Et on est coincé entre eux, et puis évidemment, les ultra-réacs qui disent ouais, l'écriture inclusive, c'est pas bien, j'aime pas ça, mais c'est de l'opinion, ça, on s'en fout. Et effectivement, d'essayer de. Moi, ça me dérangeait, mais je savais pas pourquoi. Et maintenant, effectivement, je sais pourquoi. Et voilà. Donc, je suis content d'avoir partagé avec vous. Ouais. Et les académiciens, du coup Comment on est coincé, les réacs dont vous parlez, c'est un peu les académiciens qui... Oui, pas tous. Pas tous. Là, pour le coup, je crois qu'ils discutent assez sérieusement de ça et d'essayer de trouver des solutions, des formulations qui permettent... moi, dans une folie imaginative incroyable, je dis par exemple parfois bonjour à toutes et à tous. Waouh, c'est dingue, hein. Ouais, c'est pas très innovant, hein, mais voilà, on se rend compte qu'on a quand même pas mal de moyens de l'être. Et encore une fois, j'en ai pas parlé, mais c'était aussi une thématique que j'aurais pu approfondir. C'est cette question de savoir si on reste à la surface des choses et on pense que une voiture est rénovée parce qu'on a changé sa peinture extérieure, ou à l'inverse, on pense que la peinture extérieure peut rester un peu cradingue, mais il y a un mouvement de fond qui fait qu'effectivement on a un rapport différent aux hommes, aux femmes, à la diversité, et que éventuellement même la plaisanterie, voire l'insulte, peut faire partie des choses. Je ne l'ai pas mentionné parce que c'était, je ne veux pas raconter plein de trucs, mais ce petit livre m'a été offert par un ami de très longue date, vraiment un de mes meilleurs amis, qui s'appelle Benoît, et il se trouve que lui, il est homosexuel et que moi, je ne le suis pas, et à chaque fois qu'on se voit, on dit « salut gros PD ». Voilà. Et c'est un signe mutuel de respect et de sympathie et d'amitié. Lui, c'est vraiment un gros PD. Voilà. Mais il le prend pas mal. Et moi, je suis pas un gros PD, mais ça me fait marrer aussi de me faire traiter, entre guillemets, amicalement de gros PD. Et puis ça ne pose plus de problème. C'est très paradoxal. C'est typiquement masculin. Vous parlez des échanges. Peut-être, oui. Les femmes ne font pas ça. Et pourtant, elles ont un sens de l'humour. Oui. On se traite pas comme ça. Oui. Et là aussi, c'est une question de contexte. Et on pourrait tout à fait imaginer que ça change, que ça puisse être joué d'une autre manière, etc. Et voilà. Ce qui m'a saisi, c'est que l'Obsède chez Rabelais, puisqu'il s'agissait de ça, vous en avez fait quelque chose. Alors, c'est pas un paradoxe, j'ai bien compris votre démarche. Vous en avez fait quelque chose qui dénonce ce faux principe et cette fausse valeur qu'est la transparence. Alors que l'obscène, c'est bien mettre en avant. Oui. Bon. Donc, j'essaie de voir une logique derrière, mais je ne souvent pas, à savoir que l'utilisation de l'obscène chez Rabelais, ça permet de valoriser le cachet, le silence, le mystère, oui. L'imprévisible et l'inconnu. C'est ça. Oui. Oui. Notamment. Alors encore une fois, moi je suis pas du tout, et je me présente pas du tout comme ça, comme un expert de Rabelais. Je sais pas du tout un auteur que je connais bien. Je suis plutôt dans un registre de philosophe allemand un peu chiant, ou de philosophe français plutôt contemporain, ou en tout cas du XXe siècle. Donc je connais relativement peu l'œuvre de Rabelais, mais évidemment le propos c'est de dire qu'il y a de l'obscénité qui n'est en fait pas obscène et qui est extrêmement subtile, au même titre qu'il y a des propos policés qui ont quelque chose d'obscène, qui ont quelque chose de dégradant, qui ont quelque chose de... Et aussi notamment d'une prétention à la transparence et à la surexposition de ce qu'on veut dire, quoi, qui du coup ne veut plus rien dire. Ouais. Oui. Ce que tu nous as exposé là sur la transparence, la réflexion sur l'écriture inclusive, est-ce que ça t'a pas amené aussi à voir si c'était pas un outil tu sais, on utilise le terme de cancel culture, parce que c'est pas ça le lien en fait, la pente naturelle où on finit par éliminer ou effacer des gens qui pourraient avoir une pensée complexe, au-delà du fait qu'ils pourraient avoir bien sûr tenu des propos abjects. Et ça c'est différent de l'obscénité, l'abjection. Oui, et évidemment ce qui peut transparaître derrière, c'est l'idée de puritanisme. C'est-à-dire on va épurer la philosophie ou la littérature ou les mots de son ambiguïté.
Et alors bon, peut-être certains ont remarqué la semi-provocation. Je finis par une citation de Heidegger, qui est donc qui est le sale philosophe, qui a eu un engagement nazi, etc. pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est très fondateur d'une philosophie et qui est absolument incontournable. Enfin, on peut pas penser sans Martin Heidegger et voilà. Donc, oui. Allez-y. Ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'il faut apprendre à penser contre soi-même. Oui. Et contre ce qui fait parfois l'unanimité, et que l'obscénité, c'est essentiellement, je crois, dans la visée. C'est-à-dire que, plus que le contexte, si je traite effectivement sur le mode gros pédéraste, c'est effectivement injurieux, c'est un délit, parce que ça touche l'enfance. À partir du moment où on en fait quelque chose de grotesque, quelque chose de outré, on retourne l'injure contre ceux qui l'emploient avec une visée agressive. Vous avez employé le mot nègre, et je pense à Senghor, et je pense à Césaire, à la négritude. Et le rap contemporain qui utilise aussi le racisme à la gueule du racisme. Et puis il y a le terme de dégénéré aussi, le terme employé par les nazis. Et puis on peut revenir avec impression. Et c'est peut-être ce biais-là qui permet de renouveler, alors de dessiller le regard de chacun sur le vocabulaire qu'on emploie, sur les rapports qu'on a, et plus que la bienveillance, sur l'attention qu'on a envers l'autre. Et en même temps, de régénérer la langue, de retrouver... Mais d'où l'importance d'une déconstruction culturelle individuelle. Parce qu'en fait, ce que moi je trouve intéressant, individuel, parce qu'après, comment collectivement on arrive à avancer, et ce que je trouve intéressant dans le discours que vous avez mis en avant tout à l'heure, c'est l'attaque policée qui est plus que obscène que les attaques non policées. On rentre dans le combat de classe aussi. Parce que la personne qui ne comprend pas la moitié des mots de l'attaque qui est policée se sent automatiquement dégradée aussi. Et donc il est remis un peu entre guillemets à sa place. Ou oui, alors il y a ça, ou éventuellement, puisqu'elle ne peut pas la saisir, devient effectivement socialement humiliée en n'en ayant même pas conscience. Ce qui est aussi une manière de le rabaisser, de le renvoyer à sa classe. Oui, tout à fait. Je voulais juste te dire que quand on prend la parole en tant qu'homme blanc, je ne sais pas si on peut parler à la place des femmes ou des noirs. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il y a une imposture, c'est-à-dire je ne peux pas effectivement dénoncer l'écriture inclusive sans au fond finalement jeter un peu par terre finalement un combat qui est mené par les linguistes, par les mouvements féministes, qui ne sont pas tellement pour changer notre état d'esprit ou nous faire du bien à nous, notre génération, celles qui sont dans la salle, mais je pense que ça adresse un message à des plus jeunes générations parce que ça a une vertu éducative, le langage. Et je pense que là-dessus, c'est un pari qui n'est pas si négatif que ça. Et être un homme et dénoncer l'écriture inclusive, ça me semble être quand même faire un procès à quelque chose qui a une petite vertu. C'est moi de me casser les pieds systématiquement quand j'envoie un mail, mais qui me rappelle aussi à chaque fois que je m'adresse à des étudiants et des étudiants, par exemple, si je suis à l'université, et finalement, au bout du compte, cet effort, il a quand même plutôt des vertus que des vices en fait. Je ne trouve pas si gênant que ça, même si ça me casse les pieds personnellement. Et je me dis, bon, d'où ça vient c'est clair que c'est pas né dans la tête de bons hommes, c'est des femmes qui ont porté la volonté donc de changer ça. Effectivement, la littérature féministe, c'était comme ça de féminiser des termes masculins, etc., mais pour obliger une prise de conscience. Donc je pense que cette obliger à la prise de conscience dans l'écriture inclusive, c'est bizarre, ça tord la langue, mais ça fait faire un effort à un moment donné, ça rend présent une question, c'est la question qu'effectivement on dit quand même sur cette terre,
qui sont les individus qui souffrent? Ben, c'est une moitié de l'humanité, pour commencer, c'est les femmes quand même. Donc il y a un truc là qui est, quelle que soit effectivement l'origine ethnique, quelle que soit l'origine culturelle, la religion, la politique en place, etc., il y a quand même un truc qui ne va pas sur cette planète, quoi. Et donc ça, moi, je trouve que, en tant qu'homme, je m'interdis de... Voilà, il y a quelque chose qui me paraît problématique. Là-dessus, je me tais, quoi, tout bêtement, parce que on a eu la parole, ça va, quoi, donc peut-être qu'il faut que, voilà, remonte autre chose qui est peut-être dissonant. Moi, ça ne me dérange pas du tout, en tant qu'homme, de m'interroger avec les femmes et aux côtés des femmes pour trouver les moyens, et ça me gêne pas forcément de m'autoriser à dire que ça me semble pas forcément le meilleur moyen, et si ça peut aider des gens, enfin, vous venez de me dire que je viens de vous aider à dire pourquoi l'écriture inclusive vous satisfaisait pas en tant que femme, donc moi ça me dérange pas de... Voilà, après on est d'accord que ça soulève, ça tire des fils, ça nous oblige à en parler, déjà, ce qui est une très bonne chose, donc ça peut justifier l'écriture inclusive. Ouais. Vous vouliez dire... Au niveau du sens, que je parle des mots, c'est-à-dire que moi je crois qu'il y a la partie émotive, enfin sentimentale qui est oubliée, c'est juste une partie intellectuelle. Or, la réaction, c'est pas que dans le sens, c'est comment c'est dit et par qui et comment. Et ça, on n'a pas parlé du tout. Et c'est même fondamental. Vous dites, des raisons, on peut vous avez dit une raison intellectuelle, c'est-à-dire pour rabaisser l'insulte ou quoi, mais bon, c'est comment c'est dit. Et c'est très important, à mon avis. Et par qui Je voyais des doigts se lever par là, mais oui, madame, vous juste derrière vous aussi, mais non, vous voulez plus parler. Si. Moi, je rejoins votre point de vue sur l'écriture inclusive, au sens où moi, je l'ai tout de suite ressenti comme ça signe une exclusion, en fait. De venir la pointer, c'est comme si c'était ça venait rappeler l'exclusion en permanence. Pour moi, la notion qui me paraîtrait la plus juste, c'est la question de la fonction. J'utilisais le mot neutre tout à l'heure. Quand il s'agit d'être dans la représentation sociale, moi j'aimerais bien qu'on puisse retrouver le neutre latin, parce que c'est une fonction. Après, l'affaire du féminin ou du masculin, ça nous appartient à chacun, au fond, dans notre vie intime, personnelle, et peut-être pas en termes de raison sociale. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans une société organisée autour du fait que c'est pas nouveau. Si un jour ça peut bouger, ça ce serait pas mal. Mais tant que c'est comme ça, je ne suis pas sûre que de mettre de l'inclusif partout, ça ne vient pas, au contraire, venir dire l'exclusion et la différence là où la différence est à noter, mais cette différence est source de richesse. Et de vouloir écrire côte à côte les mêmes, c'est comme si il y a aussi quelque chose de paradoxal à annuler la richesse des genres différents, d'une certaine façon. Alors, je vous laisse, je surveille l'heure aussi, parce que là il est 7h et il est quand même grand temps qu'on aille picoler, mais voilà. Et je me méfie aussi des discussions à rebond, comme ça c'est intéressant, mais souvent, mais allez-y, oui. Précisément, j'ai vu que c'est assez intéressant de voir que une conférence sur l'obscénité se focalise à la fin sur l'écriture inclusive ou pas. Qu'il n'est pas très, parce que si vous êtes dyslexique par exemple, c'est l'écriture la plus exclusive du monde. De dire l'écriture inclusive, c'est absolument impossible. Alors, une autre solution, c'est de nous faire envahir par le peuple de votre épouse, où le DA c'est le neutre, et là, ça et la troisième, c'est de revenir à De Gaulle qui commençait tous ses discours par français, et ça marchait aussi. Bon, bien sûr, sur les auspices du général de Gaulle, je vous propose de rejoindre une dégustation. Voilà. Bon, merci en tout cas.